Bonsoir, excusez-moi, je ne parle pas français, per cui Alors, ne parlons pas français, je vais poursuivre en italien. J'essaierai de tenir un propos à un rythme plutôt lent, de façon à ce que vous puissiez vraiment laisser infuser mes projets. Alors, nous avons voulu véritablement placer cette rencontre sur l'architecture de guerre, en espérant que ce ne soit pas qu'une architecture de guerre, mais une architecture également après la guerre. Le thème du conflit est présent sur l'ensemble de notre planète est véritablement très prégnant dans notre société, en Afrique essentiellement, mais également en Moyen-Orient, avec les effets terribles que nous connaissons par ricochet en Europe et dans nos différents pays. Cette présentation est structurée en trois têtes de chapitre, en trois grandes parties. La première partie vous illustrera les projets, nos projets, les projets que nous portons sur les sièges et les théâtres de guerre en tant que studio d'architecture, les petits projets également que nous avons développés en Italie, justement pour essayer de faire face justement aux impacts des guerres, c'est-à-dire cette crise migratoire et ces flux de réfugiés qui abordent sur les plages du sud de l'Europe et notamment en Italie, dont il est parfois très difficile de gérer ce flux. Et puis la troisième partie, c'est un projet qui est en cours et qui est notre participation à l'exposition internationale d'architecture, la Biennale de Venise, Alessandro Ravenna qui la dirige, et donc dont le thème place l'architecture au centre justement des solutions en tant que composition, réduction des différents conflits sociaux qui affligent notre planète Terre. Notre participation à cette exposition fut et est toujours d'ailleurs spécifique, étant donné que nous faisons entrer une exposition dans la Biennale de Venise, mais nous avons également voulu travailler à un projet qui va vivre en dehors des murs de la Biennale de Venise, ce projet qui vise justement à lutter contre toutes les situations d'exclusion dans les banlieues italiennes. Notre mission, utilisons ce terme, notre mission consiste justement à s'interroger, à se questionner sur l'effet et l'impact de notre travail, quel que soit le contexte. Dans la culture des États-Unis américaine, on parle justement de l'impact design. C'est très pragmatique, naturellement, parce que au-delà de l'effet et du résultat lié à l'architecture, à l'objet, donc à la matière, à la création, au-delà de cet impact, eh bien, il y a une attention qui est mise en lumière sur les effets de cette action architecturale sur les populations, donc c'est du sociétal. Vous voyez sur ce planisphère, donc les régions où nous avons travaillé, où nous avons mis en place et réalisé des projets qui vont vous être présentés ce soir. Notre partenaire comme principal, ainsi que cela vous a déjà été dit, surtout en termes d'aide aux populations et de services dans le domaine de la santé, eh bien c'est cette association Emergency dont que Raoul va vous illustrer et vous expliquer de façon beaucoup plus détaillée, puisqu'il a suivi pour cette association la réalisation sur le terrain de la plupart des chantiers, des projets qui ont été réalisés en dehors des frontières italiennes. Le thème, alors donc voilà, ce thème finalement, notre intérêt naît de ce constat, et on va écouter Raoul, parce que je pense que c'est lui maintenant qui va vous parler des victimes de la guerre et des effets de la guerre justement sur ces situations d'urgence qui viennent à se créer. Parler de guerre aujourd'hui,
Cela signifie avant tout avoir un regard sur les victimes qui sont les premières victimes justement de ces conflits, de ces guerres. C'est un thème d'actualité qui n'est pas que d'actualité, mais c'est un thème effectivement qui nous occupe au quotidien. Depuis 1914 jusqu'à aujourd'hui, on est passé de 15%, donc vous voyez en un siècle, 15% de civils frappés par la guerre à 90% de civils touchés et fauchés par la guerre. Vous voyez que dans cette part, soit 7%, ce sont des militaires uniquement. Vous voyez, le reste, ce sont des civils, dont 34% d'enfants. Cela signifie que la guerre change de visage. La guerre est devenue une espèce de pathologie, de maladie endémique qui frappe de plein fouet toutes les sociétés à tous les niveaux, essentiellement les plus faibles, les couches et les catégories les plus faibles. Alors ce que nous souhaiterions partager avec vous dans le cadre de cet échange, c'est justement cet itinéraire assez extraordinaire que nous avons parcouru avec Emergency, qui parcourt les zones de guerre depuis 1994. Le fondateur de cette association, Gino Strada, a basé sa réflexion et sa démarche sur un principe très simple d'un point de vue de la structure, d'un point de vue structurel. Il veut donner et redonner la dignité aux espaces, aux lieux. L'architecture est partie prenante d'un processus thérapeutique, de ce traitement qui permet justement de guérir les personnes. Donc le droit à la santé, aux soins de façon équitable, comme le droit à résider dans des endroits hospitaliers. D'ailleurs, hôpital vient d'hospitalier. Donc l'histoire que je souhaite vous narrer ce soir est une histoire qui est de près et de loin liée justement au rôle de l'architecte, au rôle de l'architecture qui se met au service de ces contextes, de ces cheminements et de ces initiatives. Et peut-être tracer avec vous une voie qui permettrait peut-être de repenser le rôle de notre métier dans les grands processus de changement sociétaux. L'architecture est véritablement complètement étrangère à la socialité, au sociétal. Elle s'est détachée complètement. Elle est un électron libre maintenant. Elle n'est plus en prise avec le quotidien. Nous croyons en revanche, c'est un Muzzi qui le disait, un grand architecte italien qui disait que l'architecture est un art qui est éminemment social. Et donc le chemin que je voudrais suivre avec vous, c'est un chemin qui nous permettra peut-être de faire comprendre que notre métier a un rôle d'acteur dans un contexte de guerre, un contexte de guerre, un contexte de conflit. La guerre entraîne des situations d'urgence d'un point de vue de l'espace, de la sécurité, du bien-être et du bien-vivre. Donc agir en situation de conflit, ça veut dire intervenir de manière chirurgicale. Vous savez que sur un théâtre d'opération, il y a peu de ressources. Les choix doivent naturellement se dépouiller de tout individualisme, de tout ego. Il faut véritablement agir dans une situation d'urgence. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions vous présenter deux petits projets en Afghanistan. Pour le premier, vous voyez, nous sommes là dans un centre, dans un service de chirurgie qui a été, que nous avons réalisé à Kaboul. Donc c'est l'extension d'un hôpital qui existe depuis 20 ans, qui a été créé par Emergency. Nous avons créé un nouveau bloc, l'Afghanistan. Inutile, je pense, de m'épancher sur ces 40 ans de guerre, 1,5 million de victimes, de morts. L'Afghanistan, problème endémique, pandémique. Nous avons travaillé à Kaboul, nous avons travaillé également à Nabak dans le Panchir, et puis l'Askarga, qui est une région qui est entièrement aux mains des talibans. Le projet de Kaboul est un projet qui, justement,
justement porte ce projet de dignité d'un centre de soins, d'un espace d'aide médicale. Vous allez voir ces images qui vont vous faire comprendre un petit peu quel est le quotidien des gens qui travaillent là-bas et également des architectes dans une logique de partage. Vous voyez le bloc de Kaboul, dans un hôpital de Kaboul, en bas, en haut, pardon, et en bas, c'est justement après la restructuration. Gino Strada, qui est le fondateur de Emergency, nous a toujours investi d'un mandat très, très fort. Vous voyez, et là, on raconte également l'histoire d'un partage avec une maîtrise d'ouvrage intelligente, construire des espaces où on pourrait faire admettre nos enfants ou nos proches, donc où pourraient être hospitalisés nos proches. Alors, ça semble être un truisme, éventuellement, une banalité, mais vous savez, en Afrique, sur les théâtres d'opération, en revanche, c'est loin d'être un truisme. Cela signifie accueillir les victimes, avec les personnes, avec les patients, avec un message d'impact, un message fort, un message impactant. Et l'architecture, justement, doit porter ce message fort qui consiste à raconter aux uns et aux autres que ce projet veut démontrer que nous voulons partager des soins de santé qualitatifs, que nous voulons partager dans un concept d'équité le droit à tout un chacun à accéder aux soins de santé. L'architecture, d'une certaine manière, justement, transmet ce message, cette idée de construire, de bâtir avec ces victimes un futur possible. Vous voyez, on va passer en revue toutes ces images. Vous voyez, vous montre des structures, des bâtiments simples, faits de peu, alors utilisation de couleurs. Vous voyez que ce sont des parallélépipèdes très 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 simples. Mais voilà, c'est un impact prégnant, c'est vraiment très fort. Et je puis vous assurer que quand on pénètre dans cet espace qui est un espace propre, soigné, abouti, eh bien ça change les choses, ça change l'approche du patient, surtout sur ces terres où le patient a toujours été négligé. Voilà, ça c'est dans le Panchir, la vallée du Panchir, qui est cette vallée qui est tellement éloignée. Là, nous sommes des photos du chantier. Eh bien, ça sera la première maternité, la seule maternité de la vallée. Tout cela, justement, pour raconter la confiance envers l'avenir, la confiance envers les générations futures et la confiance qu'on peut poser et porter dans ces lieux. L'architecture, dans de tels contextes, narre un futur possible, comme je vous l'ai dit. Une autre expérience, un autre projet extraordinaire, véritablement, dans le Kurdistan irakien, Kurdistan à Souleymanie, à Arbat et à Kanakin, à 10 kilomètres du front Kanakin. C'est une région où les conditions sont terribles. Et là, finalement, eh bien, nous nous sommes trouvés à devoir justement gérer des situations d'urgence. On parlait tout à l'heure de l'ingénierisation de la douleur. Vous savez, dans ces théâtres de conflit, dans ces zones où il y a une urgence absolue, la priorité est donnée au matériel, c'est-à-dire hospitaliser, donner un abri, nourrir, approvisionner des structures sanitaires. L'architecture, dans ce processus, fait partie intégrante du processus de traitement, de soins, de réhabilitation, de reconversion des personnes. Parce que cela signifie que les personnes ne sont pas vues uniquement et exclusivement comme des victimes. Et regardez, cet exercice est la 6e clinique que nous réalisons, c'est de la médecine interne. Et donc c'est ce qu'on donne, ce sont des préfabriqués pour tous les camps de réfugiés. Donc c'est brutal, c'est laid aussi, mais c'est de l'urgence. Et nous avons voulu utiliser les mêmes unités, les mêmes ressources financières pour montrer de quelle manière on peut créer avec les mêmes ressources des bâtiments qui deviennent finalement des références, qui transmettent, qui véhiculent un message de santé, d'aide en dehors justement de la structure de l'hôpital. Alors vous voyez les
salle d'attente telle qu'elle se présente généralement dans n'importe quel camp. Eh bien, vous voyez, nous avons voulu donner à ces lieux, à ces espaces, en faire des espaces de socialisation en plein air, ou en tout cas une luminosité, un éclairage qui est complètement différent de celui que l'on voit en général dans ces structures et dans ces unités préfabriquées et qui sont effectivement très, 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 très laides, disons-le. Et puis, voyons un petit peu sur quelque chose de plus stable. Donc, c'est un bâtiment qui a été réalisé en 2010 au Darfour. On se souvient de cette guerre qui a véritablement dévasté, une guerre, un conflit qui n'est toujours pas terminé. Nous étions intervenus en 2004 à El Fachir. Nous avions réhabilité un bloc et là, nous avons voulu justement restructurer une unité pédiatrique, un service pédiatrique. Alors après plus de 10 ans de guerre, le Darfour, c'est la plus importante opération humanitaire en termes de moyens financiers également. Eh bien, là, il n'y avait plus rien. L'hôpital d'El Fachir, nous l'avions vu en 2005. Regardez, c'était ce que vous voyez, la demi-image du haut. Et eh bien, regardez, en 2009, il était identique. Il était en tout point identique. 2009, c'est le début des travaux, le début du chantier. Alors, il faut parfois s'interroger sur justement la signification de ces structures, de ces bâtiments. Eh bien, il faut véritablement que le patient soit au centre du projet et du processus de construction de l'hôpital. Il faut qu'il soit véritablement le cœur et l'âme de ce processus. Vous voyez, ça c'est du dur. Vous voyez, c'est un hôpital en dur qui est important et qui veut transmettre un message extrêmement fort. Je le répète, croire dans un futur pour les générations futures, mais également pour les générations présentes. Donc ce sont des structures en dur qui ne sont pas pensées pour une situation d'urgence, mais également pour une pérennité. Donc vous voyez qu'il y a cette silhouette qui est pensée justement avec le patrimoine architectural du lieu pour faire en sorte que ces lieux deviennent des lieux de socialisation, de rassemblement et de véritables espaces publics. Alors, si vous voulez, ça devient un thème stratégique dans notre conception, l'utilisation de la couleur et l'utilisation également des espaces verts, de la verdure, du végétal. Naturellement, les coûts sont plutôt modestes pour ce genre de paramètres, mais si vous voulez, la couleur et la verdure rend une identité à ces lieux. Les jardins, les parcs sont stratégiques dans tout travail de conception. Vous voyez, il y avait ce baobab extraordinaire, il y avait ce baobab qui était là, planté, et nous avons construit pratiquement autour du baobab. Donc, si vous voulez, la construction, l'édification de ces lieux, finalement, devient, comment dire, un processus d'accueil des populations qui peuvent donc accéder à ces soins et bénéficier de ces projets. Ça, c'est un autre projet, Port-Soudan, qui était... Port-Soudan, finalement, n'a jamais subi la guerre, mais elle a été une porte d'entrée de tous les migrants qui venaient d'Éthiopie, du Darfour, et donc en plein milieu du désert, plus de 300 000 réfugiés et déplacés sont arrivés à Port-Soudan, et c'est là que nous avons réalisé un centre pédiatrique, une unité pédiatrique. Alors, vous savez, dans un tel contexte, nous avons pensé que le message fort que nous pouvions transmettre, eh bien, au-delà naturellement, à côté de la traduction, était justement de transformer ces structures en bâtiments publics, en espaces publics. Et le seul moyen a été justement de créer un jardin. Ce sont les seuls arbres de tout le camp. Ça veut dire c'est la seule région, la seule zone un petit peu fraîche où il y a un peu d'ombre, qui bénéficie d'un peu d'ombre de l'ensemble du camp. Et donc, vous savez, autour de ce jardin et autour de ce lieu, eh bien, nous avons pu instaurer un dialogue avec toutes ces personnes, ces réfugiés, et du coup, il y a une activité, une vie locale, sociale qui a pu se créer. Nous avons pu également garantir la sécurité du personnel. C'est un élément absolument extraordinaire de ce projet, surtout en matière de sécurité.
Cette architecture est une architecture qui parle de respect, de manière peut-être indicible, mais sans équivoque, de manière absolument claire. Et les gens comprennent immédiatement que à partir et autour de cette structure, on instaure un dialogue, le respect mutuel, la santé, la beauté, tout cela grâce à justement à la technologie. Vous voyez que ce sont des constructions qui sont durables essentiellement. Hein. Vous voyez, le jardin justement a été planté grâce à justement un système d'irrigation qui permet de récolter les eaux noires, les eaux des toilettes notamment, et une collecte de l'eau et donc un système d'épuration. Regardez ce qui s'est créé devant la clinique, devant ce centre. C'est devenu finalement une espèce de place, une espèce de lieu de rencontre des enfants qui peuvent jouer, qui peuvent y jouer, qui peuvent également y trouver un refuge, j'ai envie de dire ludique, cette envie de vivre le monde et la société, mais ils peuvent également trouver des soins. Et donc ces projets ont été menés justement en faisant un large recours à la technologie, et notamment à la technologie locale. Regardez, ça c'est un système de bajira, de tours du vent, hein, qui existe depuis des siècles dans ces lieux et qui permet justement de garantir une réfrigération des lieux tout en garantissant justement le respect des normes sanitaires et en maintenant justement une technique locale. Nous avons parlé de la guerre, nous avons parlé de l'impact de la guerre et puis parlons justement du quotidien, de ce qui se passe tous les jours chez nous. L'Italie et la Grèce sont les portes d'entrée des flux migratoires. En 2015, 1 million de migrants sont arrivés et 3700 morts dans la Méditerranée essentiellement. Tout cela a induit une pression énorme sur le territoire italien, identique également en Grèce. Alors que faire? Comment accueillir ce flux de gens qui fuyaient les guerres? Toujours en collaboration avec l'organisation Emergency, nous avons, si vous voulez, créé des postes avancés, hein, des centres d'accueil d'urgence en Sicile et en Calabre. Et puis nous avons suivi les flux de migrants dans le nord de l'Italie. Alors regardez, 2 exemples de la manière dont l'architecture, justement, qui arrive dans ces friches, finalement, déshumanisées et abandonnées, eh bien l'architecture arrive à transformer, à façonner le territoire et à créer des lieux accueillants. Voilà, c'est un bâtiment public dans la banlieue napolitaine qui était entièrement aux prises à la mafia napolitaine. Et là, nous avons construit un centre médical pour les migrants. Il s'agit d'un centre médical d'aide aux migrants. Donc là, on est dans du médical. Et si vous voulez, ils aident un petit peu les structures publiques. Donc il y a véritablement une coopération, une collaboration avec les hôpitaux publics. Mais ce sont également des centres qui accueillent les migrants qui débarquent, qui arrivent en Sicile ou en Calabre, qui sont privés de tout, les plus démunis. Donc c'était une structure. Regardez en haut comment se présentait ce bâtiment qui était, je vous le dis, contrôlé par... alors à Naples, nous avons la Camorra, qui est la mafia locale. Et donc ça a été confisqué. Et puis là, les autorités publiques ont pu intervenir. Et nous avons... L'association Emergency a pu justement réhabiliter avec notre soutien cette structure. Donc vous voyez l'élément naturel qui est un élément structurel de transformation du lieu a véritablement... Nous avons là aussi mis notre patte, la couleur, la verdure, la lumière, l'éclairage, tout simplement pour créer un lieu accueillant. Et puis c'est un endroit qui, bon aussi c'est pas très beau, hein, d'un point de vue architectural, c'est même moche, disons-le. C'est un autre bâtiment qui a été confisqué à la mafia locale. Alors ça c'est en Calabre, et la mafia là s'appelle l'Andrangheta. Et ce bâtiment a été confié à une association qui œuvre dans le domaine social. Emergency s'est occupé justement de la partie médicale. Et puis nous avons justement construit ce lieu d'accueil des migrants.
Et dans ce cadre, si vous voulez, le dialogue qui peut s'instaurer dans ces espaces accueillants, et vous voyez par exemple sur les murs sont imprimés des articles fondamentaux de la Constitution italienne, eh bien cela signifie à nouveau mettre en place véritablement un dialogue de partage avec ces personnes qui fuient les conflits, ces migrants. Alors c'est une autre structure mobile qui a toujours été réalisée pour l'association Emergency pour suivre les migrants. C'est un autobus qui a été reconverti. C'était un transport public et il est à présent un centre médical itinérant. Vous voyez, ce sont des espèces de camping-cars qui sont utilisés pour les migrants, surtout quand ils travaillent dans les champs et qui travaillent dans l'agriculture. Alors on a parlé de ce lien entre l'architecture et le graphisme, toutes les chartes graphiques, le graphisme, toute l'infographie, etc. Eh bien, nous nous en occupons également parce que finalement, ça fait partie intégrante du travail de l'architecte. Alors, vous voyez, tous ces projets, finalement, qui ne représentent qu'une toute petite partie de notre travail, eh bien, je pense, illustrent un petit peu l'état d'esprit qui sous-tend tous ces projets. Alors, l'état d'esprit, quel est-il? Eh bien, c'est un état d'esprit qui fait comprendre que, en dépit de modestes ressources financières, l'architecture peut faire la différence. Une architecture qui se met au service de l'environnement, une architecture qui s'intègre dans un système social. Et puis, il faut revenir justement à l'histoire de notre maître d'ouvrage qui veut que la qualité soit au centre, tant dans les services de santé que dans les structures. La beauté doit faire partie intégrante justement des soins médicaux, mais également la beauté, ça aide les gens en Afghanistan, par exemple. La beauté, la sécurité permet de continuer de travailler dans un environnement beaucoup plus serein. Vous voyez ça, moi je l'ai vécu en première, sur moi-même, je l'ai vécu quand j'ai dû travailler dans des situations difficiles. Partager la dignité, partager le respect, ce partage, cet échange passe justement par la pierre et la chair de l'architecture. Et cela peut jeter les bases d'un partage instantané. Les bâtiments que nous avons montrés au Darfour, notamment, vous vous souvenez de ce centre, eh bien les gens venaient nous voir en disant mais finalement, enfin, quelqu'un a véritablement créé quelque chose qui respecte notre dignité, qui respecte nos enfants. Je vous parle de l'unité pédiatrique. Tout simplement parce que, vous savez, ces gens connaissent les normes européennes, ils connaissent les standards européens, ils savent comment sont traités les malades en Europe. Et si vous voulez, cette beauté passe par l'architecture avant tout, in primis, ça passe à travers le message que veut livrer l'architecture. Donc vous voyez, dans des contextes et dans des situations extrêmes, eh bien, nous avons pu redécouvrir notre métier, nous avons pu redécouvrir la dignité éthique profonde de notre métier. Et nous l'avons découvert au bout du monde. Et après l'avoir découvert au bout du monde, eh bien, nous avons voulu réacheminer cette prise de conscience, cette conscientisation chez nous en Italie. Je pense que c'est probablement le message le plus fort que nous avons voulu transmettre au pavillon italien de Ravenne, dont va vous parler Massimo. J'aimerais ajouter, pour conclure sur ce que Raoul a dit et surtout également pour parler de notre participation à la Biennale de Venise, eh bien, je voudrais vous proposer une explication qui me paraît nécessaire, à savoir le système sanitaire de la santé en Italie et le système de service public en général est un service qualitatif, bien entendu, mais il représente un point noir dans la société italienne. Et les travaux réalisés par Emergency sont des travaux gérés en synergie et grâce à des conventions publiques et privées. Donc, la caractéristique de l'Italie est la suivante. Elle a sa capacité à créer des expériences de subsidiarité, donc
d'aide et de coopération entre le public et le privé qui arrive à proposer des solutions d'excellence, comme vous avez pu le voir par le biais de ces exemples. Il s'agit d'une caractéristique spécifique de l'histoire de notre pays et de notre façon de partager et de réaliser à une période où l'État-providence commence à être en crise, notamment sous la pression des vagues migratoires qui se font de plus en plus pressantes sur l'Italie. Ceci peut représenter une ressource. Cela peut devenir un modèle qui permet d'expérimenter un système différent pour organiser l'accueil, la cohabitation et pour fournir des services à tous. Et à l'ouverture de la Biennale de cette année, on a utilisé cette phrase qu'on a repris dans le cadre de toutes les participations. Il y a eu environ 65 présentations nationales. Aravena avait indiqué dans la première salle de l'exposition qu'il a dirigée, eh bien, il a exposé un panneau avec une série de mots-clés, des mots-clés qui représentent d'une certaine façon les piliers sur lesquels l'architecture est invitée à réfléchir pour proposer des solutions, des propositions. Dans notre cas, l'interprétation de la lecture de ces thèmes nous a mené à identifier certains mots que nous avons voulu mettre en évidence et qui parcourent notre expérience depuis désormais 20 ans. La question que nous nous sommes posée a été toutefois comment agir, comment travailler sur ces thèmes en restant confinés dans le cadre du périmètre de la Mostra, bien sûr prestigieux, et qui représente un point important dans le cadre du débat architectural. Nous avons choisi plutôt d'expérimenter par le biais de cette opportunité de projet pour notre pavillon italien, eh bien, le fait de proposer un projet qui puisse sortir, disons, de la Mostra et qui puisse être réalisé au-delà du cadre d'exposition de Venise afin de représenter un support pour la réalisation d'un certain nombre de programmes visant à minimiser les effets néfastes qui sont évidents par le biais des mots que Aravena nous a proposés. Donc, à l'intérieur de cet espace d'exposition que nous avons utilisé pour mettre en évidence nos lignes directrices que je pourrais synthétiser de la façon suivante. Un parcours avec 3 éléments: penser, rencontrer et agir dans l'intérêt commun. Eh bien, dans le cadre de ce parcours, nous avons développé surtout la dernière partie grâce à un projet nouveau dont vous voyez ici à l'écran la partie d'exposition, et nous avons développé le concept de bâtir, de construire avec le budget dont nous disposions, avec une grande partie du budget qui était mis à notre disposition pour réaliser l'exposition, eh bien, réaliser un projet avec un groupe de jeunes architectes. Donc, il y a eu cette opération culturelle, à savoir élargir la scène de nos collaborateurs et les impliquer
impliqués dans le travail proposé par le pavillon italien dans le but de créer des dispositifs mobiles, itinérants, des objets d'architecture, somme toute, mais qui seront à la fin de l'exposition offerts à 5 associations italiennes qui agissent dans les banlieues italiennes pour faire face à la dégradation sociale. Et donc, le cœur du projet devient 5 plus 5 plus 5 banlieues en action. C'est ça le slogan que nous avons choisi pour ce projet, projet qui veut réaliser concrètement et prouver concrètement que l'architecture peut non seulement proposer des solutions, mais peut également intervenir directement grâce à l'implication de la société civile dont on parlait tout à l'heure, qui a participé à ce projet afin de réaliser ces dispositifs mobiles nomades qui seront utilisés en fonction du développement du projet. Ce projet a impliqué tous les groupes qui pouvaient participer à ce groupe, donc des concepteurs, mais également des associations, et a identifié un moyen. La caractéristique de ce projet est que les 5 équipes ont travaillé toutes à partir d'une sorte de structure mobile très peu coûteuse et qui donc rentrait dans le budget dont nous disposions. Et le thème qu'on a demandé de développer à chaque groupe et à chaque association était la création, la définition d'un programme pour exploiter ces dispositifs dans de différentes zones italiennes. Vous voyez 5 zones qui se trouvent non seulement dans le sud de l'Italie, mais un peu dans tout le territoire italien, afin de réaliser les programmes dont on parlait. Et on commencera à travailler dans des contextes donc de banlieue, de marginalisation, mais également dans des contextes environnementaux, car il s'agit de zones qui ont été retirées, qui ont été saisies aux mafias des différentes régions. Et vous voyez ici les déclinations de cet objet qui est, somme toute, très simple, mais qui peut acquérir une beauté qui lui appartient, surtout lorsqu'on le combine à un but d'utilité sociale. Le groupe Alter Studio Partners avec l'Association nationale des bibliothécaires a donc conçu ce dispositif mobile qui permettra de amener les adolescents vers la lecture. Et on commencera à réaliser ce projet dans la banlieue milanaise. Par contre, le groupe ARCO, avec l'association Lega Ambiente qui s'occupe de protection environnementale, a conçu ce projet justement pour avoir une sorte de laboratoire, un atelier de monitorage environnemental dans les différentes zones qui se trouvent dans des situations de dégradation. Et nous voyons ici un projet lié au service de santé. Emergency a participé à ce projet grâce notamment à la présence de l'architecte Matilde Cassani. Et il s'agit là d'une structure de médecine de base, médecine générale, car on
Italie, il y a un problème, une difficulté pour accéder aux soins, car il faut payer une partie du service et il y a une partie de la population italienne qui n'est pas en mesure de payer ces frais. Donc, ceci marginalise du point de vue sanitaire une partie de la population. Voilà pourquoi on a conçu ce dispositif qui sera placé dans la banlieue napolitaine. Et voici maintenant la structure qui sera exploitée dans des zones qui ont été saisies à la mafia. Donc il s'agit de zones qui sont pratiquement en friche, où il faut donc procéder par des travaux de restructuration de bâtiments qui ne sont pas pour l'instant habitables. Et voilà, donc ça peut servir aussi comme base du chantier. Et tout ceci, et voilà ce projet par contre qui vise sur les activités sportives pour la réhabilitation urbaine dans la région, dans la banlieue de Turin. Vous voyez, ces projets auraient pu rester lettre morte à l'intérieur d'une exposition. Par contre, grâce à ce mécanisme de coparticipation et de co-conception, donc partagé entre tous ces groupes et de collecte de financement, deviendront des structures qui pourront vivre, qui sont déjà en phase de construction, en phase de réalisation. Et le but est de réussir à en réaliser, en construire au moins 4 d'ici la fin de l'année. Pour soutenir ce projet, on a lancé une campagne de financement participatif pour collecter les fonds nécessaires pour réaliser cette opération. Il s'agit d'une opération dans le cadre de laquelle nous avons voulu montrer au sein de la Biennale comment, de quelle façon l'architecture puisse et est à intervenir en coopérant, en collaborant avec la société civile pour contraster la marge, pour lutter contre la marginalisation, l'exclusion, et grâce à une capacité de communiquer et d'expliquer la valeur de ce projet. Il s'agit d'une opération très importante de notre point de vue, car nous avons essayé d'élargir notre expérience de travail pour la communiquer à un public plus large, de façon à ce qu'il puisse y avoir un modèle de subsidiarité qui puisse germer et impliquer de plus en plus de concepteurs et de sociétés de notre pays. Et si on revient à la question que Raoul avait formulée au début, quel est le rôle de l'architecture? Eh bien, est celui de faire face à des conflits. Et dans cette optique, pour conclure notre présentation, je dirais que nous avons essayé de faire une synthèse de notre réponse en 4 points que nous avons mûris tout au long de notre expérience. Il s'agit d'une réponse qui, à notre avis, est positive. L'architecture peut avoir une influence, même dans des conditions extrêmes, car et surtout parce que l'architecture
définit des espaces et des conditions de vie des individus et des communautés, et donc a une influence importante sur des facteurs de socialisation, d'intégration qui, à leur tour, ont une fonction déterminante dans la gestion des conflits. Et ceci est en rapport avec le thème de la narration des conflits et de la guerre. L'architecture doit prendre soin des lieux et des personnes afin de favoriser des processus d'intégration. Et c'est l'exemple que Raoul a cité quand il s'agit d'intégration entre cultures différentes, car cette tâche est justement celle de créer des espaces au sein desquels des identités différentes puissent cohabiter et se confronter. Et dans ce cas de figure particulier, l'architecture doit faire face directement au conflit, doit aller sur le terrain pour essayer de proposer, de bâtir une alternative possible en démontrant que à travers son action, à travers sa capacité à produire, à créer des lieux empathiques, des lieux d'accueil, des lieux où le respect règne, eh bien, ceci peut démontrer qu'il existe une gestion, une narration, un récit alternatif qui parle d'espérance et de futur. C'est ce qu'il faut se fixer comme but. Pour une image, pour conclure et pour faire un résumé des possibilités de l'action de l'architecture, nous avons choisi de vous proposer un ouvrage, un pavillon de prière et de méditation qui était construit à l'intérieur du centre de chirurgie Salam à Khartoum, au Soudan, dans un pays donc qui est frappé, qui souffre de conflits et à l'intérieur duquel se confrontent des religions, des cultures différentes. Et on avait demandé de trouver un lieu, de créer un lieu de méditation, de prière, de réconfort, où il n'y ait pas de prévarication d'une religion ou d'une foi sur une autre. Donc, la création d'un lieu spirituel, mais neutre. Et celui-ci est maintenant l'un des lieux les plus fréquentés au sein de l'hôpital, car tous les parents des patients s'y rendent, surtout dans les moments les plus difficiles. Une opération à cœur ouvert est toujours un moment très difficile qui est à l'origine d'anxiété au Soudan, comme en Italie, comme en France, à Paris. Donc, dans cet espace, dans ce lieu, nous pensons avoir réussi à répondre à ce qui nous a été demandé de faire, à savoir démontrer que l'architecture peut réussir à harmoniser même au sein des conflits. Je ne sais pas si Raoul souhaite ajouter quelque chose. Sinon, nous sommes à votre disposition et espérons qu'il y ait des questions et beaucoup de questions.